Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Parler de Revol, c'est parler d'une famille qui, depuis 9 générations, incarne l'esprit de la marque. C'est parler d'une entreprise et d'artisans qui fabriquent de la porcelaine entre savoir-faire, transmission et innovation. C'est parler d'un matériau durable, très en vogue, et d'engagement éco-responsable. C'est parler de design et d'audace. C'est parler d'assiettes, de tasses, de plats, de couleurs et de finitions variées. Et c'est bien sûr parler avec Olivier Passot, le président de Revol. Bonjour Olivier. Bonjour Hortense. J'ai bien dit, on dit Revol ? On dit Revol, c'est bien ça, bravo. Pas Révol, parce que moi j'ai toujours dit Révol. Je sais que certains disent Révol, je ne me l'explique pas vraiment, mais la vraie façon de le prononcer, c'est Revol. Juste avant de commencer, je précise que nous enregistrons dans les salons d'Axel, en plein cœur de Paris. Cet appartement de 150 mètres carrés complètement modulable est pensé pour tous les événements d'entreprise. Petit-déj, business, séminaire, déjeuner d'équipe, dîner d'exception. C'est une nouvelle façon de travailler et de recevoir. Donc, merci les salons d'Axel de nous accueillir. Olivier, le mot manufacture revient souvent pour parler de Revol. Alors, avant tout, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'une manufacture ? Est-ce que vos produits sont façonnés à la main ou industrialisés Enfin, expliquez-nous bien Je dirais les deux. Ouais. Les deux. Alors, manufacture, pour moi, ça vient de main, du mot main. La main est omniprésente dans notre métier. Mais la tâche de Revol, c'est on s'est assigné depuis quelque temps déjà, c'est d'être capable d'industrialiser des produits faits à la main, conçus à la main et pensés avec la main au départ. Ça, c'est important. On veut être capable aussi de générer des volumes qui soient capables aussi de fournir suffisamment d'objets pour un restaurant, pour un hôtel. Parfois, il y a des besoins qui sont conséquents. Donc, la main, oui, mais pas que. Ouais. Alors, qu'est-ce que la porcelaine en version light, parce qu'on parle beaucoup de la céramique qui est tendance. La porcelaine par rapport à la céramique, c'est un type de... Alors, la porcelaine, ça fait partie de la famille des céramiques. En fait, les céramiques, c'est une grande famille dans laquelle on trouve, alors si on s'attache d'abord aux arts de la table, parce qu'on pourrait aller plus loin, dans les céramiques techniques, etc. Dans les arts de la table, on va trouver la terre cuite, la faïence, le grès, la porcelaine. On peut aller jusqu'au bone china. Et là, on va du plus simple au plus élaboré des produits, dans l'ordre dans lequel je les ai pris. Et ce qui fait la différence, c'est surtout la composition, les matières premières, et leur noblesse, on va dire, et la température de cuisson. C'est les deux éléments essentiels qui vont jouer sur la qualité et le rendu du produit. Et donc la porcelaine, quelles sont les matières premières ? La porcelaine, on trouve essentiellement du kaolin, pour la blancheur, du feldspath, de l'argile, de la silice, et bien sûr de l'eau, qui est essentielle à la production de toute céramique. Et ce sont des matières que vous trouvez où ? Alors, ce sont des matières qu'on trouve en France à 80%. Et on ajoute quelques minéraux qui viennent d'Angleterre ou d'Allemagne. Mais vraiment, on est très local. Mais dans quelle région ? Dans votre région, ces matières premières ? Alors, historiquement, l'entreprise a été créée dans le bassin du Nord-Drôme, là où on se situe, la Drôme des Collines, parce qu'il y avait toutes les matières qu'il fallait pour produire des céramiques donc on trouvait dans les sols. À tel point qu'on avait nos carrières qu'on a exploitées pendant longtemps. Depuis le milieu du XXe siècle, on achète ces matières-là puisqu'elles sont plus nobles. Ça a permis de continuer la montée en gamme de notre matériau et donc de la marque. Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour produire des céramiques dans les sols, des céramiques rustiques. On en trouvait depuis le néolithique. Mais aujourd'hui, on les source plutôt de la région du Limousin, où on trouve effectivement des matériaux nobles que l'on recherche. D'accord. Et est-ce que toutes les porcelaines sont fabriquées de la même manière ou chaque maison a un peu sa recette, je dirais ? Alors non, je pense que chaque maison a sa recette. En tout cas, nous, on a la nôtre. En fait, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui achètent leurs pâtes de porcelaine et donc
par la force des choses, peuvent se retrouver avec une pâte identique à d'autres fabricants. Et il y a ceux qui fabriquent leurs propres pâtes, avec leurs propres recettes, leurs propres secrets de fabrication. Nous, c'est notre cas. Donc, on a une pâte qui nous est vraiment propre, un procédé de fabrication qui nous est vraiment particulier aussi. Donc, on trouve rien, personne d'autre ne fait de la porcelaine comme nous. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, chez vous, certains produits sont noirs. C'est-à-dire, vous avez une pâte noire? On a une pâte noire. Alors, on pourrait dire que c'est une pâte de porcelaine noire, puisque c'est une pâte de porcelaine qu'on a teintée dans la masse. Sauf que la réalité, c'est que quand la porcelaine, c'est blanc. Si on veut, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. On se dit, tiens, c'est marrant. Si on est vraiment sur le plan de la norme à proprement parler, ce matériau perd l'appellation porcelaine au profit de l'appellation grès, puisque la porcelaine doit être blanche. Ouais. Alors, quelles sont les grandes étapes d'un plat en porcelaine, par exemple? Pareil, les grandes étapes de fabrication. Oui, les grandes étapes. La première grande étape, c'est le design, parce qu'il faut quand même le concevoir, voir comment on veut qu'il fonctionne, quel look on veut qu'il ait, l'ergonomie, l'appréhension, etc. Parce que ce sont des sujets, sa fonctionnalité. Donc toute la partie design, élaboration. Après, il y a la partie modelage. Après, il y a la création du moule. Puis après, la partie façonnage. Donc ça peut être coulage sous pression, calibrage. Puis après, il y a la partie finissage. Donc là, on ébavure en gros on dit finissage, pas finition. Non, on dit finissage. C'est autre chose? Finition, finalement, l'opération de finissage consiste à faire la finition. Ah oui, d'accord. Mais dans notre jargon de céramiste, on appelle ça le finissage ou l'opération de finissage. Et puis après, il y a l'émaillage. Ouais. La cuisson, elle est où à ce moment-là? Après, on émaille d'abord et on cuit après. Et là, pendant l'opération de cuisson, on vient vitrifier l'émail à la surface du tesson. L'émail, c'est la couleur que vous allez donner? Ouais, c'est la couleur, mais c'est aussi une frite de verre qui permet de vitrifier donc justement le produit, le rendre totalement imperméable et surtout lisse, parce que la porcelaine est intrinsèquement non poreuse. Mais l'émail vient justement apporter cette espèce de couche d'anoblissement. Enfin, on vient ennoblir le produit, le finir en quelque sorte. À l'émail, c'est pas forcément la finition brillante? Si. En fait, si on prend une pièce en porcelaine, on va trouver deux choses. Le tesson, la partie brute, l'âme un peu du produit, et puis par-dessus, une couverture qui est en fait l'émail, qui est une frite de verre avec des pigments qu'on est venu poser à la surface du tesson, en fait, du produit. Et quand ça cuit, la cuisson vient vitrifier l'émail, et puis associer ce fameux tesson et cet émail pour en faire qu'un tout, en fait. D'accord. Et qui soit indissociable. Contrairement à la faïence, où il y a deux cuissons différentes, une cuisson du tesson d'abord et une cuisson de l'émail après. Et là, c'est un matériau plus fragile parce que justement, les deux ont cuit séparément, ou enfin l'un après l'autre, et on n'a pas cette même association, cette même dureté, notamment. Et ça cuit longtemps? Alors la cuisson est de l'ordre de 10 heures environ. Et que ce soit pour un petit objet ou quelque chose de plus important? Peu importe la taille de l'objet. Ouais, peu importe la taille de l'objet, ça n'a pas d'influence. 10 heures, c'est le standard chez nous de cuisson. Et combien de temps, justement, se déroule entre l'idée de vous dire, tiens, je vais faire nouvelles assiettes, par exemple, et la commercialisation? Il faut, je dirais, au moins 2 ans. Mais plus ça va, plus on est plus proche des 3 ans que des 2 ans. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a la notion de design. On doit déjà trouver le designer, le briefer, se mettre d'accord sur les formes finales. Et ça prend du temps parce qu'on y met vraiment une exigence forte dans le rendu, dans le style, dans l'aspect, dans les finitions, etc. Et puis après, il y a très fréquemment chez nous, il y a tout un sujet R&D, c'est-à-dire que on veut que chaque collection ait son identité propre, sa signature visuelle propre, et on y met aussi beaucoup de recherche sur la partie texture, finition, couleur, forme, etc. Puis après, il y a les photos, bien sûr, tout le storytelling. Oui. Et donc, ça prend du temps. Et si on veut être bien, il faut au minimum 2 ans, et c'est pas rare qu'on a jusqu'à 3. Il y a un vrai engouement pour ces matières. Comment vous l'expliquez, vous? Quel regard vous avez? Parce que vous n'avez pas attendu que ce soit tendance pour travailler cette matière. La matière céramique, la porcelaine, c'est notre histoire. Donc, ça fait 254 ans que ça dure. Pourquoi est-ce que ce matériau revient à la mode? Il me semble qu'il y a un phénomène assez évident, c'est une désaffection, un désintérêt pour toutes les matières plastiques issues de la pétrochimie, donc et une envie d'aller vers des matériaux plus naturels, plus durables. La porcelaine rentre intégralement dans cette réflexion. C'est un matériau sain, c'est un matériau noble, c'est un matériau naturel. Donc il est recyclable et il coche toutes les cases, je dirais, aujourd'hui, de la naturalité que les gens recherchent de plus en plus. Justement, vous êtes engagé dans une démarche d'éco-conception. Par exemple, vous avez fait une première collection à base d'une pâte 100% recyclée, c'est bien ça? Oui. Ouais, ça c'est né d'une réflexion, d'un constat d'abord, c'est que
Pour faire de la céramique, de la porcelaine dans notre usine, on utilise des matières premières vierges qu'on mélange pour faire la pâte, la barbotine, puis cette barbotine, on la met en œuvre dans l'usine. Mais on a un processus qui fait qu'on génère des déchets et notamment au bout du process, on doit traiter nos effluents. On utilise beaucoup d'eau tout le long du processus. Et cette eau est chargée de minéraux qui sont tous mélangés. Ça peut être des pâtes de couleurs différentes, des émaux de couleurs différentes. Et on générait quand même 350 tonnes de boue industriels par an qui partaient dans des déchetteries, donc il fallait les transporter, il fallait payer pour les recycler. Et on s'est dit c'est quand même dommage de pas traiter ces bouts, de pas les utiliser, de pas les valoriser d'une manière ou d'une autre, et on a réussi à les stabiliser sous forme de pâte, une pâte qu'on a appelée recyclée, et qu'on a même on a déposé un brevet autour de cette réalisation, et à partir de là on a créé une première collection qui s'appelle NAO pour No Waste, pas de déchets, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de dire de ces effluents qui sont perdus, qui étaient perdus jusqu'à maintenant, c'est d'arriver enfin à en faire des produits. Ce qu'on est arrivé à faire pour la première fois il y a 1 an et demi, et on va continuer. Parce qu'il y a un vrai intérêt, un vrai engouement du marché et du consommateur pour ce genre de produits. Et puis nous, sincèrement, parce qu'on essaie dans une démarche authentique, il y a un vrai intérêt économique, puisque c'est des matières qu'on avait achetées, mises en œuvre, oui, mais jamais valorisées. Là, d'un coup, ça peut devenir des produits. Donc, tout simplement du chiffre d'affaires. C'est intéressant. Le développement durable, c'est important ? Oui, parce que nous, on est vraiment issus de la terre. L'origine de notre métier, c'est la terre, l'eau et le feu. On peut pas être plus basique. La terre, l'eau, et le feu, la cuisson. Ouais. On peut pas faire plus basique et à la fois plus noble que ça. Donc, mais on sait aussi que sans la terre, sans l'eau, on n'est rien, et sans le feu, bien sûr. Donc, on veut rendre hommage à cette terre qui nous nourrit, qui nourrit l'usine. On veut aussi être en phase avec ce matériau qui est sain, qui est noble. Et donc, nous, contribuer à être dans un monde plus sain à travers notre matériau, à travers notre histoire et nos savoir-faire, ça nous paraît comme une évidence et comme un moteur aussi, la création, motivation des équipes et puis la projection vers le futur aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce sens-là ? Dans le développement durable chez Revol, vous voulez dire d'abord ce projet important autour de la pâte recyclée, ce brevet et puis la collection NAO pour commencer. On a aussi évidemment tout le sujet de l'eau, puisque l'eau est omniprésente dans notre process. Donc ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui on retraite l'eau au bout du process, et justement ça nous permet d'éliminer les matières minérales qui sont en suspension dans l'eau. Cette eau pour l'instant on la rejette dans la nature et dans l'environnement, mais on est en train d'investir pour pouvoir la réintroduire dans notre process de fabrication. Là, on parle quand même de 9000 mètres cubes par an. C'est la consommation annuelle de 57 foyers, familles. Donc, c'est beaucoup d'eau. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'énergie. On a énormément investi pour rénover nos fours et faire des économies d'énergie, mais consommer moins, puisqu'on est sur de la consommation de gaz, donc des énergies fossiles, et l'idée c'est de les consommer moins, etc. L'électricité, même chose, et surtout face aux augmentations de coûts auxquelles on fait face, il est plus qu'urgent de réduire nos consommations. Vous vendez beaucoup aussi à l'international, j'imagine qu'il y a un sujet avec le transport ? Oui. Il y a un énorme sujet avec le transport, surtout en ce moment. Depuis la fin du Covid, ça devient très compliqué d'exporter, notamment. Et donc là, Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a un engorgement de la chaîne, la supply chain, comme on dit, mondiale. Il y a eu un coup d'arrêt complet de toutes les expéditions, exportations au niveau mondial. D'un coup, une reprise économique notamment phénoménale. D'un coup, les bateaux sont tous chargés comme des... Donc, il y a un engorgement dans les ports, notamment les ports américains, qui n'ont pas les infrastructures pour traiter les containers au rythme auquel les bateaux arrivent. Donc, il y a des bateaux qui attendent, mais qui mobilisent des containers, donc des surfaces de transport. Et le tuyau se réduit alors que le besoin est énorme. Donc, ça ralentit toute la chaîne. Et ça, surtout, ça fait augmenter les prix de manière draconienne. Et aussi, vous avez beaucoup de, je disais que c'est très à la mode, très en vogue. Du coup, vous avez beaucoup de concurrents. Comment on se différencie ? C'est un vrai sujet aussi. Nous, on vient de passer les 20 dernières années de notre existence à se battre contre des produits d'import chinois qui souvent s'inspirent, faut quand même le dire, de ce que les marques européennes, occidentales peuvent proposer, dont la nôtre. Donc, c'est absolument obligatoire de se distinguer constamment de la copie ou des concurrents. Et donc, nous, on a fait vraiment de la création, de l'innovation, un peu le cœur du réacteur, le cœur de la stratégie de Revol. La singularité, c'est vraiment une obsession chez nous. La différenciation aussi. Donc, on consacre énormément d'énergie et de temps à la création, au design, à l'innovation, à la sélection du designer,
Et voilà, au lancement de collection, on s'astreint à lancer au minimum une collection par an, avec une collab avec des designers. Donc c'est beaucoup de travail, énormément d'investissement aussi, énormément de prise de risque, parce qu'il faut investir dans une relation, créer une collection, investir dans les moules, stocker, lancer, en espérant que ça marche. Et parfois ça marche très bien, parfois ça marche un peu moins bien. Donc voilà, mais c'est le risque qu'on prend pour amener au marché constamment de la nouveauté, des choses différentes, et puis construire cette marque et cette entreprise qui est Rebelle. Il y a toute une partie R&D ? Oui, on a un gros sujet recherche et développement. Il y a un gros sujet lab. C'est deux choses qui travaillent en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a le côté formel, finition, couleur, etc. Et puis il y a tout le côté recherche et développement sur les parties texture, matériaux, techniques. Parce on cherche à lier les deux pour pas faire que du design pour du design. Nous, notre quête, c'est d'apporter du design, mais en même temps des fonctionnalités, des matériaux nouveaux qui vont apporter un plus au produit et pas simplement qu'une forme. C'est vraiment notre recherche et notre quête permanente. Mais comment apporter des matériaux nouveaux alors que vous travaillez avec la porcelaine, on est d'accord ? On travaille avec la porcelaine, on est d'accord. Alors la porcelaine blanche au départ, mais on a vu que en 2006, on a lancé la porcelaine noire. Ça nous a ouvert un champ des possibles incroyable, encore aujourd'hui. Après, on a lancé la porcelaine compatible à l'induction. C'est un autre matériau. Ça, c'était au début des années, c'était 2013, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on est un des rares porcelainiers à proposer des cocottes qui sont compatibles avec l'induction, notamment pour les hôtels et le maintien en température des préparations sur les buffets, notamment. Là, on vient de lancer la pâte recyclée. Donc voilà, on est dans cette quête permanente de pas seulement proposer des formes avec une pâte porcelaine blanche, mais offrir autre chose, raconter d'autres histoires qui vont un peu plus loin. Oui, parce que comment on innove quand on s'appuie sur un savoir-faire traditionnel ? Vous dites la maison a 254 ans. Ouais. Le tout, c'est de pas se contenter de ça. C'est-à-dire que l'histoire pour nous, c'est très important. Ce sont nos racines, ce sont nos savoir-faire et qu'on perpétue, et la notion de transmission est extrêmement forte chez nous. Mais au-delà de ça, on a conscience de cet héritage, mais on veut pas s'enfermer là-dedans. Et au contraire, pour nous, l'important, c'est d'être en veille pour toujours se remettre en question, être capable de se renouveler et d'apporter autre chose. Donc, on a un service R&D qui est très puissant, assez structuré, et qui est là pour constamment réfléchir au coup d'après. Est-ce qu'on pourrait apporter de plus dans l'offre et dans la création, en se contentant pas simplement du design. Concrètement, parce que ça va pas forcément être évident comme question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a été, par exemple depuis votre arrivée, ce qui a été conservé, ce qui a été supprimé, ce qui a été créé, pour qu'on comprenne un peu mieux? Dans les collections ou dans les savoir-faire dans ce côté jonglé entre savoir-faire et innovation. Dans les savoir-faire, moi je pense qu'on n'a rien perdu. Il y a des choses qu'on utilise plus que d'autres à certains moments. Mais je vois, par exemple, on fabrique les pichets Ricard depuis 1936. Paul Ricard, qui avait dessiné son propre pichet puisqu'il sortait des Beaux-Arts, nous a confié la fabrication dès 1936. On avait arrêté d'en faire à partir des années 2000. Et là, il vient de passer à nouveau pour les 90 ans de la marque. Mais il a fallu reprendre la façon dont on les fabriquait dans les années 50, 60, 70, etc. Et ça n'a pas été si simple. On s'aperçoit que ces savoir-faire-là, on les perd jamais complètement. Il faut les réexhumer. Parce que tout ça, ça reste dans l'ADN de l'entreprise, dans les mains des ouvriers aussi qui perpétuent les savoir-faire. Donc tout ça, tout n'est pas écrit, mais tout reste et tout est ancré dans l'ADN et se refait, revient, et se renouvelle. Vous êtes une entreprise du patrimoine, ou je sais pas comment on dit, élue entreprise du... Non, une entreprise du patrimoine vivant. Entreprise du patrimoine vivant et association des Hénokiens. Oui. C'est quoi, Hénokiens ? Alors, les Hénokiens, c'est une association internationale dans laquelle on retrouve des entreprises qui ont toutes au minimum 200 ans et qui sont toujours détenues par la famille des fondateurs. Donc, c'est un petit comité, je dirais. On est moins de 50, avec des entreprises essentiellement européennes, notamment italiennes, françaises, suisses et allemandes pour les principales, et puis pas mal de japonais aussi. Et l'idée, c'est de se regrouper pour échanger ensemble sur l'avenir de nos sociétés familiales, le sujet de la transmission, la façon de nous projeter vers le futur. Voilà, quels sont notre ADN, quel est notre ADN commun, et comment on se projette ensemble vers notre futur et la transmission vers les générations d'après. Vous êtes de la famille ? Vous êtes la 9e génération ? Moi, je descends en droite ligne des fondateurs,
Pierre Revol et Madeleine Carrier, qui ont créé l'entreprise en 1768 ensemble. Voilà, je suis un des descendants et je représente la 9e génération, avec mon frère qui est également dans l'entreprise. D'accord, parce que vous êtes entré jeune dans l'entreprise, c'est pas trop lourd de porter justement cette histoire. Comment vous avez trouvé votre place au bout de 200 ans, peut-être 205. J'y suis rentré il y a 22 ans bientôt. Donc, au bout de 220 ans, ouais. 220 ans, voilà. Donc ça va, j'ai trouvé ma place, mais c'est vrai que c'est un sujet. Il y a une certaine pression, alors dans le regard des autres, pas mal aussi. Ils disent, mais comment tu fais pour reprendre l'héritage familial, un tel héritage ? Je crois que quelque part, on est un peu préparé à ça inconsciemment dès notre plus tendre enfance, puisque le sujet de l'entreprise familiale, c'est un sujet pas quotidien, mais presque à la maison. On s'intéresse au métier de notre père, on découvre l'entreprise. On s'est baladé dans les couloirs d'entreprise depuis toujours. On a connu des personnalités aussi qui l'ont traversé. Et puis après, on y fait des stages, etc. Donc finalement, on se nourrit de ça, sans être obsédé par l'idée d'y rentrer. En tout cas, chez nous, il n'y avait pas d'obligation. Mais si un jour les chemins se croisent avec une envie mutuelle et partagée d'associer nos parcours, et ben voilà, ça se fait. Voilà. Après, il y a un moment où la pression est là. Mais si on prend les choses par le bon bout, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bonne philosophie. Vous êtes où exactement, vous disiez ? La société est située dans la Drôme. Le nord de la Drôme, à 50 minutes de Lyon et 35 minutes de Valence. Et vous êtes combien ? Il y a combien de personnes Actuellement, il y a 320 personnes qui travaillent chez Revol. Et c'est quel type de métier, en fait ? Alors, ce sont vraiment des artisans, essentiellement, des gens qui perpétuent nos savoir-faire de potiers. Il y a un vrai artisanat, au départ, dans la façon de penser les produits, dans leur finition, dans leur texture, dans leur conception. Et puis, mais après, on y met aussi beaucoup d'industrie, des machines, des robots, etc., pour être capable d'industrialiser cet artisanat sans perdre la touche, la patte artisanale qui en fait son identité, sa personnalité. Et vous, autant vous êtes la 9e génération, ça perdure de génération, est-ce que les salariés aussi, est-ce que le métier se transmet de père en fils ? Comment se transmet le savoir-faire ? Alors il se transmet beaucoup dans le tutorat, le mentorat sur le poste de travail, d'un ouvrier à l'autre, d'une génération à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement, on retrouve dans l'entreprise une dimension familiale autre que la nôtre, puisqu'il y a beaucoup de mariés femmes, de fils, de petits-enfants, etc., qui travaillent dans l'entreprise et qui se transmettent aussi cet attachement à l'entreprise et aussi ses savoir-faire. Et vous avez vous arrivez à recruter des jeunes dans cette région ou même avec ce type de métier, on entend beaucoup le retour des savoir-faire, mais est-ce que vraiment ça se passe comme ça ? Habituellement, on n'a pas tant de problèmes que ça pour recruter, parce que je pense on raconte une histoire qui plaît à cette nouvelle génération qui est en recherche de sens, l'entreprise familiale, les 250 ans d'histoire, l'ancrage territorial, la fidélité à nos racines, le produit durable, le savoir-faire manuel, l'artisanat, et aussi l'industrie, la modernité, le design. Tout ça, ça fait que ce sont des choses j'ai l'impression, qui parlent aux jeunes et qui donne envie à un certain nombre de nous rejoindre. Donc on n'a pas trop de difficultés. Vous parliez tout à l'heure de recherche et développement qui peut avoir un petit aspect technique et vous nous parlez là d'artisans, artisanat et innovation, ça va ? Ça marche bien ensemble ? Aucun problème. Pour moi, l'artisanat... Ils sont réceptifs L'artisanat, c'est le travail de la main. Justement, on avait commencé par la manufacture, la main. Le meilleur moyen de commencer à chercher, à innover, c'est expérimenter. Et expérimenter par la main, il n'y a rien de mieux. Vous avez opéré un virage, je dirais, entre guillemets, il y a quelques années, et notamment vous entourez de designers extérieurs ou de maisons d'édition qui soient reconnus et émergents. Comment vous allez les chercher ? Comment vous les sélectionnez ? Et est-ce que c'était important de le faire, parce que vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant ? On a connu un virage, effectivement, où le design était très internalisé chez nous. On a toujours beaucoup designé, mais on pensait avoir une patte design interne qui avait sa valeur et qui pouvait nous répondre à nos besoins. Ce qui a été le cas pendant des décennies. Puis après, à un moment donné, on s'est dit non, mais c'est important de s'ouvrir au monde, à la réalité du design aussi, de faire des rencontres, d'avoir un apport et un regard extérieur. Donc on s'est mis à discuter, échanger, notamment avec notre agence de presse qui est assez spécialisée dans ce domaine, à écouter des conseils, à lire des magazines, à aller sur les salons, etc., à regarder... Moi, j'ai une curiosité pour ça, pour le design. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, je regarde pas mal. Voilà. Puis, en croisant les avis, on arrive à identifier des profils qui nous plaisent, qu'on approche. Souvent, ils nous disent oui. Donc, ça, c'est
sympathique. Mais on a la chance de travailler avec des belles signatures qui nous apportent toujours beaucoup. On cherche toujours des profils singuliers, différenciants, des personnalités aussi. Pas que des portfolios, mais aussi des personnalités. Pourquoi des personnalités ? Parce que nous, on a vraiment l'obsession de faire un design singulier, différent. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve aussi des profils ou des hommes ou des femmes qui aussi se regardent sur le design un peu singulier. Donc, ce sont eux qui vous font des propositions ou vous avez une idée en tête et vous allez chercher telle personne qui pourrait répondre à votre... Alors nous, on a toujours un brief quand même de départ, une idée en tête. Après, on essaie d'associer, de superposer cette idée à un profil. Puis après, on présente le projet à ce profil. Et la plupart du temps, il nous dit oui. Donc après, on rentre dans un échange. Mais ça nous paraît très important pour nous d'abord de rentrer dans l'univers du designer, de comprendre qui il est, son parcours, sa sensibilité, quelle est son œuvre en fait, et sa personnalité. Et puis que lui fasse le même chemin avec nous, qui vienne visiter l'usine, pénétrer un peu notre univers, y compris notre patrimoine, notre histoire, pour voir si les deux se superposent et sont compatibles en fait. Et après de là naît une relation en fait. On ne conçoit pas un projet de design sans créer une relation avec le designer. Et si la relation se crée naturellement, alors on aboutira forcément à un design sympa et qui satisfera les deux parties. Et ce sont souvent des personnalités qui sont quand même assez créatives. Oui. Vous pouvez répondre à ce qu'ils vous proposent. Toutes les idées sont possibles. On est une entreprise qui aime se faire bousculer sur le plan de l'innovation, ne serait-ce que parce que nous, on cherche, on creuse, mais on aime bien justement avoir ce regard extérieur qui va venir nous pousser dans nos retranchements. Et au début, quand on est dans la création, on met pas de contraintes. Il n'y a pas de limite à la création. On veut pas en mettre trop. Après, bien sûr, on est obligé de converger un peu et de mettre ça, de faire entrer ça dans nos process. Et donc, on se laisse challenger par ces designers et la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions pour aboutir à quelque chose qui convienne à eux comme à nous. Ouais, vous avez travaillé avec Petite Friture, vous en parliez avec Ricard et Studio 5.5, oui. Noé Duchauffour pour vos 250 ans, et là récemment Ferréol Babin. Alors c'est vrai que Ferréol Babin, il a un vrai rapport à la matière. Comment vous avez travaillé avec lui ? Voilà, ça a d'abord été une rencontre, la découverte d'un personnage assez incroyable, pour lequel on a vraiment eu un coup de cœur. Quelqu'un d'extrêmement entier, sans concession par rapport à ses valeurs, son style, ses goûts, etc. Mais finalement, ça tombait bien parce que son univers nous plaisait beaucoup et on s'est dit tiens, il va nous apporter une autre façon de travailler. C'est quelqu'un qui travaille la matière, qui est pas du tout dans la 3D, le dessin, le croquis un peu, mais c'est surtout la matière. Et ça nous a beaucoup plu. Et puis le personnage aussi. Et là, alors, ça s'est fait très, très naturellement. Après, c'était un gros travail. Mais on a travaillé tout à fait différemment. Ce qu'on appelle en traditionnel chez nous, c'est-à-dire par enterrage. Puisqu'on n'avait pas de dessin 3D. Donc, il fallait reproduire ces pièces avec des moules chez nous. Et c'était un vrai défi pour nos modeleurs. Mais on y est parvenu et le résultat est génial. On a adoré cette collaboration. Oui, parce que j'ai pu, quand j'ai rencontré, il m'avait expliqué qu'il avait pris, là, il y a tout moi j'en parle très mal en plus, je ne saurais pas redire tout ce qu'il m'a dit, mais il avait travaillé la matière en prenant un couteau ou comme un scalpel pour créer comme des petites... vous en parlerez mieux. Oui. Et ça, c'est fou que vous ayez réussi à le reproduire avec quoi, des moules ? Des moules, par enterrage, ce qu'on appelle l'enterrage. C'est quelqu'un qui travaillait essentiellement le bois, et qui s'est mis, et ça a été assez admirable, on a été vraiment touché par ça, il s'est mis à notre niveau en se mettant à la céramique, en travaillant la céramique, puis en la travaillant avec un outil, sa fameuse gouge, comme il le fait pour le bois, en venant créer ses aspérités, ses coups d'outils, qu'il produit lui-même d'ailleurs. Et voilà, il a créé des pièces qui sont complètement le reflet de son identité, mais qui s'intégraient bien dans ce qu'on voulait faire aussi. Et après, grâce au travail du modelage, donc on prend sa pièce et on l'enterre dans du plâtre, pour en créer le modèle, le moule mère, puis après le moule mère, puis après les moules de production. Donc c'est un travail très fastidieux, très long. Il faut 15 jours à 3 semaines pour créer un moule à partir d'une de ces formes. Mais voilà, au moins le résultat est là et on a toutes les aspérités de l'objet qu'il a voulu créer. C'est très beau. Vous avez combien de références dans votre catalogue ? On a 1200 références dans le catalogue. Et un des best, c'est le gobelet froissé. Enfin, je dis un des best, moi en tout cas, on le connaît bien. Quelle est l'histoire du gobelet froissé ? Alors le gobelet froissé, c'est prend une place à part dans notre histoire contemporaine. Il a été un des best, il ne l'est plus.
Tant mieux, je dirais. Ah oui. C'est bien de passer à autre chose. Ouais, on avait besoin de passer à autre chose. Et il a tenu une place vraiment incontournable pendant une quinzaine d'années dans notre offre. C'est un objet qui a été lancé en 2000. C'était l'idée d'un client allemand, qui était un client d'objets fantasy. Ça se faisait pas mal à l'époque pour la salle de bain, pour la table, etc. Qui nous avait donné cette idée, voilà, parce qu'il était intéressé par le développement durable, il en avait marre du plastique, des gobelets froissés. Voilà, il s'est dit, tiens, un petit clin d'œil aux gobelets en plastique froissés, qui remplit les poubelles de mes bureaux. Je vais en faire un en porcelaine pour mes collaborateurs d'abord, puis après pour mes clients aussi. Et on avait pris l'idée au vol avec lui, et on avait créé cet objet, puis on avait trouvé un accord pour le distribuer, le produire pour l'ensemble du marché. Voilà, il a tenu une place de choix pendant 15 ans chez nous. Au bout de 15 ans, il a fini par ralentir un peu. Et on n'a pas souhaité, stopper ce ralentissement, puisqu'il c'était le moment de raconter autre chose, une autre histoire avec des nouveaux designers. Et c'est justement ce à quoi on s'est astreint depuis une petite dizaine d'années, avec un succès et une nouvelle énergie qui nous stimule beaucoup. Donc on parle plus de best, vous avez plein de produits qui marchent bien. On a plein de produits qui se vendent très bien. On a des collections qui marchent très bien. Voilà, la collection de Noé du Chauffour Caractère fonctionne très très bien dans son ensemble. Mais celle qu'on a fait aussi avec Lucas Franck, Péco, marche très bien aussi. Celle qu'on vient de lancer avec Ferréol connaît un très très bel accueil, donc on est très optimiste pour la suite. C'est encore trop tôt pour le dire. Et puis il y a tout ce qu'on a encore dans les tuyaux qui va. Donc voilà, mais on n'a plus envie d'avoir un best au milieu du reste. Parce que c'est pas comme ça qu'on conçoit la création chez nous. Vous faites aussi des créations sur mesure pour des clients, c'est bien ça? Vous pouvez faire des produits de votre catalogue qui sont personnalisés. Alors ça, c'est une possibilité. Prendre des produits du catalogue, les personnaliser au moyen de démos, de couleurs, de décors, etc., de finition, ça c'est une possibilité. On travaille aussi avec beaucoup de marques, souvent prestigieuses, pour des objets qui leur sont propres. Que ce soit Ils créent leur propre design, vous voulez dire? Ils créent leur propre design pour leur collection de bougies, de cosmétiques, de spiritueux, etc. Ça, on travaille au service de ces grandes marques. À table, vous diriez que le contenu, parce que vous faites beaucoup de produits autour de la table, le contenu est aussi important que le contenant est aussi important que le contenu? Oui, j'en suis persuadé. À quoi bon passer beaucoup de temps, donner beaucoup de cœur et d'amour à une préparation, à une recette pour le servir dans une assiette moche. C'est dommage, je trouve. Si on veut avoir la quintessence du plat, aujourd'hui on sait que le visuel compte autant que le contenu. C'est un tout. Et donc voilà, Revol se place complètement dans cette logique d'accompagner le contenu. On sait bien qu'au bout du bout, le goût est dans l'assiette, dans le plat, dans ce qui a été cuisiné. Mais on pense que l'assiette ou le contenant participe au résultat. Vous parlez de porcelaine culinaire, ça veut dire quoi? C'est parce que vous n'avez que des produits autour de... Parce que c'est l'histoire de Revol. On est issu de cette porcelaine culinaire parce que il y a 200 ans, Revol exploitait des matières dans les sols du nord de la Drôme. On faisait des grès rustiques, on faisait des plats pour les potés, pour les gratins, etc. Jusqu'au milieu des années 90. Puis on a commencé à rentrer dans le monde des arts de la table. Mais on a gardé cette signature porcelaine culinaire parce que effectivement tous nos produits peuvent aller au four. Et ça, c'est une particularité propre à Revol. Four, et tout à l'heure vous disiez induction, gaz, micro-ondes. Alors ça, c'est pour une certaine catégorie de produits. Des produits on appelle Révolution. C'est une collection à part qu'on a créée pour cet usage. Pour le reste, tout le reste va au four. Mais tous ne vont pas sur l'induction. Si je vous dis l'art de la table à la française, ça vous évoque quoi? Ça nous évoque Revol, d'abord, mais aussi les fabricants français en général, et puis que ça soit de porcelaine, mais aussi de couverts, de verre, etc. Il y a un vrai art de vivre à la française, et l'art de la table à la française rentre dans cet art de vivre. On se sent partie intégrante de cet art de vivre, et on pense qu'on est un bon ambassadeur de cet art de vivre qui nous est vraiment cher, parce que au-delà de vendre des produits, nous, c'est vraiment passionnant de vendre aussi cette histoire-là, ces racines-là, et de le perpétuer en France comme à l'étranger. Oui, parce que vous vendez beaucoup à l'international. Vous sentez que c'est ça qui les attire aussi, toute l'histoire? Complètement. Aujourd'hui, Revol réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'export, dans 88 pays. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les gens achètent notre design, notre histoire, notre marque, mais aussi cet art de vivre à la française, qui est en lien avec la gastronomie française, avec les grands chefs français. C'est un art de vivre, français. Voilà, le repas familial. C'est ce que les gens viennent trouver, les touristes viennent trouver en France quand ils voyagent chez nous. Vous aimez cuisiner, vous?
Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Ouais. Et à votre table, il y a uniquement du revol ou pas forcément ? Pas forcément. Je me dis que vous avez peut-être des protos sympas ou des... Alors j'ai des protos de produits qui sont jamais sortis, effectivement, de chez nous. Ça c'est sympa pour le petit clin d'œil. J'ai des produits aussi de confrères ou de retour de voyage, que ce soit des produits japonais ou d'Amérique ou européens même. Parce que moi, j'aime m'ouvrir à toutes les céramiques en général, même si bien évidemment les produits revol tiennent le haut du pavé, bien sûr. Mais j'ai plein de choses, plein de choses. Est-ce que vous aimez la déco ? Je ne veux pas vous coincer en disant ça, mais vous nous diriez à quoi ça ressemble ? C'est quel style chez vous ? Oui, j'aime la déco parce que je considère que les produits d'art de la table participent à la décoration d'une table, mais aussi d'une maison. Surtout qu'on peut aussi trouver des objets, des vases, des pichets, etc., des centres de table qui sont des objets ou des coupes qui peuvent venir décorer une maison ou un hôtel. Ou des lieux X ou Y comme celui-ci dans lequel on se trouve actuellement. Mais j'aime la déco pour le côté inspirant, pour le côté aussi réconfortant qu'il apporte dans un lieu et l'identité qu'il donne à un lieu. Donc chez nous, on vient de rénover une maison de campagne. Donc ce qu'on aime, c'est les matériaux bruts, donc la pierre, la chaux, le bois. On a essayé de rénover cette maison sur ces bases-là, puis venir apporter des pièces de design ou pas d'ailleurs, pour venir donner un peu notre signature à nous du lieu qu'on a construit. Et dans quelle palette de couleurs, par exemple, naturelle ? Moi, il y a quelque chose que j'aime dans le design et dans la déco en général, c'est le côté un peu intemporel. C'est quelque chose qui revient dans ma façon de le penser. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est parce que je trouve que derrière le côté intemporel, il y a une forme d'élégance qui est l'opposé du côté tape à l'œil et un peu ou vulgaire ou justement temporaire du design qui me plaît moins. J'aime au maximum être dans un design intemporel, cette élégance-là. Donc je la recherche aussi pour nous à la maison, donc à travers des matériaux sobres et nobles ou une déco pas minimaliste parce que c'est pas le sujet, mais des choses simples qui trouvent leur place assez naturellement. Finalement. Et votre cuisine ? Notre cuisine, c'est un peu pareil, du bois, de l'inox. Mais rien de très compliqué et surtout par contre, j'accorde beaucoup d'importance à la lumière, à l'éclairage indirect notamment, parce que je trouve que ça vient réchauffer un lieu. Et l'éclairage, c'est souvent on n'accorde pas assez d'importance à l'éclairage. On peut avoir une très belle pièce, un très bel espace, des très beaux meubles, des très beaux objets, mais si tout ça est mal éclairé, on en perd un peu la quintessence. Dernière question, si vous faites un dîner et que vous êtes 6, qui seraient les 5 autres invités ? Je ne veux pas être très original, mais ça serait nos meilleurs amis, les gens avec lesquels on partage tout depuis toujours, que ce soit les baptêmes, les naissances. Voilà, les amis à la vie et à la mort, qui on se sent bien dès qu'ils ont franchi la porte et qui ont envie de partager un bon verre. Tout simplement. Voilà. Et merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci à vous, Hortense. Au revoir. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.